Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous. On va vous proposer de commencer, au moins par respect pour ceux qui ont fait l'effort d'être à l'heure. Je me présente, moi je m'appelle Vincent Giraud, je suis associé chez PKF Arcelon et en charge de l'offre facturation électronique au national. J'ai à mes côtés pour animer cette session Stéphanie Ramu et Guillaume de Durand, Bonjour. pardon. Bonjour. Ils font tous les deux partie de l'équipe Conseil national et interviennent régulièrement, notamment sur des missions en lien avec la facturation électronique. Au plan pratique et pour gagner en efficacité, vous constaterez, nous avons coupé le micro de chacun. Nous vous invitons à poser vos questions, si vous en avez, dans le chat, sur le petit icône en haut. Voilà. Donc, cette session est enregistrée et puis nous vous ferons passer la vidéo à l'issue à l'issue de la session. Alors, si on commence, simplement quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas sur le cabinet, qui nous sommes, ce que nous faisons. Donc, PKF Arcelon, c'est un cabinet pluridisciplinaire français présent sur le territoire à travers 26 bureaux. Sont plus de 800 collaborateurs, 70 associés qui traitent au quotidien des problématiques de leurs clients de toute taille, de tout secteur d'activité. Au niveau international, pour accompagner nos clients qui souhaitaient se développer à l'international, donc nous sommes affiliés à un réseau qui s'appelle PKF Global, qui est présent dans 150 pays, un peu partout dans le monde, et qui regroupe plus de 200 cabinets membres de ce réseau. Contrairement à ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays, au niveau français, nous sommes les seuls représentants de PKF, ce qui nous donne quand même voilà, une présence au niveau national. Nous avons ainsi l'occasion d'accompagner les sociétés étrangères qui veulent s'implanter en France, ou à contrario, nos clients français qui veulent se développer à l'international, nous pouvons les accompagner sur ces milieux-là. Nos métiers, ce que nous faisons, vous les avez à l'écran. Donc, en tant que cabinet pluridisciplinaire, nous travaillons avec des spécialistes dans chacun des métiers. On retrouve naturellement tout ce qui est expertise technique traditionnelle d'un cabinet d'expertise comptable, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, la paye, etc. Mais aussi des spécialisations plus, on va dire, pointues, comme le pilotage de la performance, la mise en place de tableaux de bord, d'indicateurs de performance, tout ce qui va tourner autour de l'évaluation de société, de l'optimisation patrimoniale. Donc ça, c'est le côté métier. Également, pour capitaliser sur les expériences tirées de nos missions et les savoir-faire de nos collaborateurs, nous avons depuis très longtemps spécialisé nos équipes en fonction de spécificités sectorielles. Euh, Comme ça, on a certaines équipes qui travaillent que sur des sociétés du secteur HCR, de l'immobilier, du médico-social, etc. Donc, c'est dans cet objectif de spécialisation que nous sommes intéressés depuis bientôt 2 ans à la réforme de la facturation électronique. Donc, le programme de ce matin, c'est celui que vous avez à l'écran. Donc, nous allons commencer par nous poser des questions et vous présenter le cadre général de la réforme. Et puis nous vous ferons dans un second temps, la seconde moitié de la séance, plutôt un retour d'expérience sur les points qui ont été relevés, les vrais enjeux qu'on a pu identifier à travers les missions qu'on a déroulées. Alors, l'introduction, le contexte. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est tous réunis pour parler de la facturation électronique? Donc, ça part de quatre objectifs principaux qui ont été identifiés par la DGFiP. Mais avant tout, ça part d'un constat. C'est le chiffre que vous voyez en bas à droite, c'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros de TVA, c'est une estimation, hein, mais qui, a priori, ne passerait pas chaque année à travers les caisses de l'État. Donc c'est un montant colossal
qui méritent qu'effectivement que l'on s'y intéresse. De fait, la lutte contre la fraude à la TVA, c'est un des objectifs clés recherchés par l'administration fiscale, avec à terme des déclarations de TVA qui seront pré-remplies tous les mois en fonction des éléments qui seront récupérés en temps réel pour chaque transaction par l'administration fiscale. C'est vraiment en temps réel, puisqu'en fait, chaque flux sera communiqué à chaque fois qu'il y aura une facture de vente. Elle sera adressée au client final, mais elle sera aussi adressée à l'administration fiscale. Du coup, la vision de la performance nationale sera connue très rapidement. Un autre objectif annoncé, c'est le renforcement de la compétitivité des entreprises françaises. Comme vous pouvez le voir en haut à droite, nous ne sommes pas les premiers à mettre en place un tel mode de fonctionnement, ce qu'on appelle le C2C, euh, le contrôle continu des transactions. D'autres pays l'ont fait avant nous. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Voilà. Euh, Nos voisins allemands passeront à la facturation électronique en 2025, quand nous, initialement, on devait y passer en 2024. Alors, à l'origine de la réforme sur la facturation électronique au niveau français, c'est la loi de finances de 2020 qui pose le principe, et puis ça a été amendé et modifié et entériné par la loi de finances 2021. Cette loi proposait le principe d'une mise en application dès le 1er juillet 2024 pour l'obligation en réception de factures électroniques et entre le 1er juillet 24 et le 1er janvier 26 pour l'émission de factures. Donc, Stéphanie vous présentera juste après hein, les détails, enfin davantage de détails sur les conditions liées à ce calendrier. Donc ça, c'était le calendrier initial, sauf que voilà, juste avant l'été, le 28 juillet, la DGFiP a publié un communiqué de presse à travers lequel elle annonce le report de la mise en application de cette réforme. Alors, c'est reporté, effectivement, c'est plus le 1er juillet 24. Pour autant, aujourd'hui, nous n'avons pas de nouvelles échéances sur cette mise en application. Ça sera la loi de finances 2024 qui apportera plus de précision sur le nouveau calendrier. Donc, il va falloir encore attendre quelques temps pour en savoir plus. Alors, le calendrier est modifié, ok. Pour autant, nous avons commencé à travailler sur le sujet. Nous nous sommes interrogés sur comment transformer cette contrainte qui s'impose aux entreprises en une réelle opportunité. Alors, d'abord, vous les voyez, hein, les quelques avantages que nous, on a mis en évidence. D'abord, ça va paraître une évidence, mais si les conditions d'émission de facture sont conformes à la réglementation fiscale, évidemment, pour l'entreprise, tout risque fiscal à ce niveau-là de conditions de forme va être écarté. Ça, c'est une évidence, mais surtout, elle va gagner un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui, eux, ne sont pas alignés, puisqu'en fait, l'acheteur devra justifier de la correcte communication de sa facture pour pouvoir récupérer sa TVA et déduire cette facture de ses charges. Donc, ça va répondre à une condition de forme. Concernant les coûts de traitement, on peut lire des estimations hein, sur un peu la presse, sur Internet, une estimation de réduction des coûts qui varie entre 2 et 10. Alors, 2 et 10, c'est une fourchette très, très large. Ça sera vraisemblablement entre les deux parce que, en effet, outre l'économie liée à demain la disparition des coûts d'impression, d'affranchissement pour envoyer la facture, il y a aussi toute la main-d'œuvre, la valorisation de la main-d'œuvre correspondante, de traitement de la facture. On va avoir tout ce qui est économie des coûts d'archivage, puisque ça sera déjà quelque chose de fait. Donc, l'accélération du processus et le respect des délais de paiement. Pourquoi ça va être impacté? En fait, bien que la loi LME, hein, de modernisation des entreprises, définisse des délais de règlement entre guillemets normaux, seules aujourd'hui les entreprises qui sont contrôlées par la DGCCRF peuvent identifier et mettre en avant le non-respect de ces délais de règlement. Demain, après-demain, avec le report de la réforme, l'information sera connue en temps réel par l'administration fiscale. Donc, Guillaume, tout à l'heure, va nous parler du cycle de vie de la facture et on verra que bah, voilà, chaque intervenant aura connaissance
du niveau de traitement de sa facture. Ensuite, un impact sur la PAF. La piste d'audit fiable. Donc, la PAF, c'est une obligation qui pèse sur les entreprises depuis 2013. Ça fait 10 ans. Aujourd'hui, on en a très, très peu entendu parler. Et de fait, très peu d'entreprises l'ont aujourd'hui documenté en France. Demain, avec la réforme sur la facturation électronique, cette obligation de documentation de la PAF ne va pas disparaître. En revanche, il y aura une présomption de conformité dans la mesure où les flux seront tracés et l'authenticité des factures sera garantie. Enfin, en termes de gestion de trésorerie, les nouveaux acteurs que nous verrons plus tard, les nouveaux intervenants de cet environnement, vont permettre une délégation de certaines tâches et notamment tout ce qui est recouvrement de créances. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume qui va vous indiquer ce qu'est concrètement une facture électronique. Je te remercie, Vincent. Alors, dans cette partie, nous allons voir plus précisément qu'est-ce qui définit une facture électronique au sens du e-invoicing. Donc, la réforme prévoit en effet deux dispositifs. Et dans cette partie, nous allons parler du principal, donc en tant que tel, donc le e-invoicing. Donc, qu'est-ce qui va changer concrètement pour les entreprises? Donc, aujourd'hui, un vendeur communique avec son acheteur, lui communique une facture, qu'elle soit papier, PDF ou digitalisée. Elle le communique en temps réel à son acheteur par différentes voies. Et finalement, il va y avoir un reporting des données de transaction, dont notamment les fameuses données de TVA, qui se fera a posteriori pour l'administration fiscale. Concrètement, avec la mise en place de cette réforme, on va voir un certain nombre de changements qui vont s'opérer au niveau des modalités de transmission, et ça sera l'objet de mon premier point qui définit une facture électronique. Les modalités de transmission de la facture vont changer. Donc demain, un vendeur émettra ce qui s'appelle une e-facture, donc une facture dans un des formats de la réforme, dit format du socle, qui s'échangera à travers un réseau de plateformes. Quand on entend réseau de plateformes, qu'est-ce qui se cache derrière ce réseau? Il se cachera bien évidemment le portail public de facturation, donc qui sera la plateforme centralisatrice de vos données de transaction, dont notamment les données de TVA. Et il pourra aussi se cacher un certain nombre de prestataires qu'on verra donc plus tard dans cette présentation, qui pourront être des prestataires privés tels que les PDP ou des OD. Donc on viendra définir après. Concrètement, ce qui va changer pour vous, ça va être le format d'émission de votre facture qui sera différent et les modalités d'échange de vos factures. Dans cette deuxième slide, on va voir que la facture électronique a un format qui est donné donc par la réforme, qui est dit un format du socle. Donc, ce sont les deux formats que vous allez voir dans la partie droite de votre écran, qui sont dits donc format structuré et format mixte. Donc, la particularité de cette réforme, c'est qu'elle vient digitaliser vos flux de facturation, de telle façon qu'aujourd'hui, une facture papier avec un lisible, demain sera une facture avec un langage informatique, lisible par des ordinateurs et donc automatisable au travers du réseau des plateformes. Concrètement, donc le format structuré, c'est un langage qu'on qualifie de 2DI fiscal. Donc, c'est ce qui se pratique déjà aujourd'hui pour certaines industries, notamment l'industrie automobile, qui vont échanger en partie des factures dans un format totalement informatique. La réforme prévoit aussi un certain format, qui est donc le format mixte. Il a la particularité d'intégrer ce même format informatique, mais avec un lisible qui sera sous forme d'un PDF. Donc concrètement, vous aurez un fichier PDF dans lequel il y aura des données en pièces jointes qui permettront d'automatiser au travers du réseau de plateformes le traitement de vos factures. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que c'est un grand bouleversement pour les entreprises. La réforme prévoit une zone de tolérance jusqu'en 2026 pour des formats qui ne seraient pas les formats du socle, c'est-à-dire les formats de la réforme. Ces formats seront présents sous la forme de PDF, donc il n'y aura plus de facture papier. PDF assorti de deux obligations pour renforcer l'authentification du tiers, soit une obligation de piste d'audit fiable. Donc Vincent, vous en avez parlé dans les premières diapositives. Il s'agit d'un dispositif qui va venir synthétiser tous vos processus de contrôle au travers de vos entreprises, vos processus de contrôle que ce soit au niveau des données de facturation, de l'authentification de vos clients ou de vos fournisseurs. Donc cette piste d'audit fiable va venir renforcer vos factures et permettre un échange au travers du réseau de plateformes.
ou le PDF signé. Donc, quand on entend PDF signé, ce sera un PDF sur lequel on vient apposer un cachet via une entreprise tierce qui permettra de certifier l'authenticité de cette facture, la provenance de la facture. Une fois qu'on a parlé de ces deux PDF, on se doute bien que ça va être compliqué de discuter directement avec le PPF qui n'intègre qu'une lecture informatique de vos factures. Il faudra donc que ces factures soient transformées dans un des formats du socle. C'est la raison pour laquelle, jusqu'en 2026, vous aurez la possibilité de passer, que ce soit par un PDP ou un OD, de transformer vos factures et de l'envoyer au PPF. Donc cette zone de tolérance, il faut bien garder à l'esprit qu'à terme, on ira émettre et recevoir des formats qui seront des formats dits du socle, qui pourront ou non passer par un prestataire de service qui vous offrira la possibilité de changer le format dans un des formats que vous voulez, mais il faudra être en capacité de pouvoir émettre ces flux. Donc une fois qu'on a dit ça, on va vous présenter maintenant un peu, sans trop rentrer dans le détail du fait du report, le calendrier de la mise en place de la facture. Oui, merci Guillaume. Donc, comme énoncé tout à l'heure par Vincent, effectivement, la DGFiP a annoncé fin juillet, via un communiqué de presse, le report de la réforme sans pour autant donner d'échéance. Nous, on comprend, en fait, à travers le FNFE, qui est le Forum national de la facturation électronique et des marchés publics, dont nous sommes membres, que, en fait, depuis la rentrée, il y a énormément de réunions qui se tiennent, notamment entre la DGFiP et la IFE d'un côté, et puis de l'autre côté, divers représentants du FNFE, du MEDEF, et puis également des sociétés de très belle taille, des représentants de secteurs d'activité aussi, mais aussi, et non des moindres, les patrons, entre guillemets, des plateformes, des PDP, qui ont investi quand même du temps et évidemment de l'argent pour essayer de se mettre à niveau dans les temps impartis. Alors, l'objectif de ces réunions, c'est en fait d'essayer de s'accorder sur un report raisonnable, on va dire, de la réforme, mais qui aussi, aujourd'hui, on n'a pas de date. C'est entre 6 mois et 24 mois. Alors, 24 mois, c'est la version, on va dire, la plus inconfortable. Alors, pourquoi inconfortable? Parce que, comme l'a dit aussi Vincent tout à l'heure, ça nous placerait sur un démarrage postérieur à celui de notre voisin allemand, et puis aussi tout simplement vis-à-vis des entreprises qui ont déjà mobilisé des équipes et des développements pour se mettre en conformité à la date du 1er juillet 2024. Quoi qu'il en soit, de toute manière, le dernier mot sera donné par le ministère des Finances et au plus tard, de toute manière, avec la loi de finances 2024. Cela étant dit, en fait, la réforme de la facturation électronique en France prévoit une mise en place progressive. Et jusqu'à présent, en fait, avec cette histoire de report, on n'a pas d'informations qui nous diraient que finalement, ça fonctionnerait différemment lors du report. Donc, si on se base sur les dates que vous voyez à l'écran, donc on avait une obligation, une première obligation qui est une obligation de réception des factures électroniques pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, dès lors en fait que leur fournisseur leur émet une facture au format électronique. Donc là, on était initialement sur une date au 1er juillet 2024 pour l'ensemble des entreprises, je précise. Et puis une deuxième obligation plus progressive, donc une obligation d'émission de factures électroniques, donc ce qu'on appelle le e-invoicing, mais aussi de transmission des données de transactions et de paiement. Et là, c'est ce qu'on appelle le e-reporting, qui là, cette obligation s'applique de manière progressive selon la taille des entreprises. Donc, on avait le 1er juillet 24 pour les grandes entreprises, pour les ETI, 1er janvier 25, et puis pour toutes les autres entreprises, et le gros de notre tissu économique, le 1er janvier 26. La taille de l'entreprise qui doit être prise en compte, donc ça précise selon les critères que vous voyez à l'écran, sur la gauche de l'écran, mais dont les éléments de référence en fait sont d'une part les effectifs et après au choix, entre guillemets, le chiffre d'affaires ou le total du bilan. L'appartenance à une catégorie s'apprécie au niveau de chacune des entités juridiques, et si on reste encore sur la première date initiale au 1er juillet 24, donc entité juridique au 30 juin 2023, donc veille du départ de la réforme. Et ça, sur la base du dernier exercice clos juste avant cette date.
À défaut, parce que c'est une nouvelle entreprise, par exemple, c'est le premier exercice clos à compter de cette date qui servira d'exercice de référence. Dans un groupe, qu'est-ce qui se passe? Dans un groupe, en fait, c'est chaque société au niveau, pris individuellement qui peut ou qui doit être, en fait, considérée. Donc on est bien au niveau du sirène. Cependant, et on a pu le voir à travers notre expérience, dans le cas d'un groupe, il est souvent quand même plus opportun, finalement, d'aborder la réforme, on va dire dans son ensemble, si toutefois c'est possible, afin d'avoir une réflexion donc commune et simultanée pour l'ensemble des, sociétés. Pourquoi? Enfin, on peut donner deux exemples, hein, deux arguments. Ça permet de maîtriser les délais et les coûts inhérents qui sont, liés à la mise en place d'une telle réforme et puis aussi ça permet d'assurer une information et un traitement homogène vis-à-vis de ces tiers. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a pas de il y a pas de, comment dire, de science absolue. Chaque situation est bien évidemment à appréhender, en fonction de la maturité de ses outils, de la complexité de son organisation et de ses flux. Donc il y a vraiment pas de règle absolue et c'est bien tout l'enjeu, je vous en parlerai plus tard, de commencer en fait la mise en place d'un tel projet par un état des lieux. Voilà, donc Vincent et moi, on vous a parlé, de invoicing, enfin en tout cas on a abordé les mots de invoicing et du e-reporting. Je vais relaisser la parole à Guillaume, qui va désormais vous expliquer plus précisément de quoi on parle. Je te remercie, Stéphanie. Alors, je vais juste revenir un peu sur le contexte de cette e-facture. Donc, nous avons présenté juste avant le e-invoicing. Donc, le e-invoicing, on l'a bien compris, c'est une facture qui s'échange entre deux entreprises. Donc, c'est ce qu'on qualifie de B2B. Donc, je précise, ce sont deux entreprises assujetties à la TVA et sur le territoire national. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on a un certain nombre de trous dans la raquette puisque ça ne considère pas l'ensemble des transactions que vous rencontrez au quotidien. Il y a effectivement des entreprises qui vont avoir des prestations ou des livraisons de biens à destination de clients particuliers ou d'entreprises assujetties mais existantes sur le territoire international. Ces cas-là seront couverts par un second dispositif compris dans la réforme qui s'appelle le e-reporting. Donc avant de vous présenter le e-reporting, juste revenir peut-être sur le terme e-invoicing. Je vous ai présenté donc le concept de B2B ou business to business, donc les transactions entre entreprises françaises. Il y a un certain nombre d'exceptions. On vous a listé certaines de ces exceptions ici. Et concernant le e-reporting, donc il y aura un format qui lui est propre donc pour ce e-reporting qui sera différent de celui de la facturation électronique. Il s'échangera de la même façon au travers du réseau de plateformes, mais le e-reporting pourra exister sous trois formes différentes. La première forme, c'est si vous disposez d'un logiciel de caisse sous la forme d'un ticket Z. Donc un ticket Z, ça sera un récapitulatif de l'ensemble de vos transactions qui transiteront par le réseau de plateformes et seront structurés sous un récapitulatif journalier de l'ensemble de vos montants hors taxes TTC de TVA collectés. La deuxième façon de faire ce e-reporting sera par l'échange d'une facture au format structuré, une facture au format du socle. Donc de la même façon que vous le ferez pour le invoicing, vous avez la possibilité, si vous émettez déjà des factures, de choisir ce processus pour faire votre e-reporting, donc de la même façon que le invoicing. Et enfin, la dernière façon de faire ce e-reporting sera d'établir un récapitulatif de l'ensemble de vos transactions, donc avec les mêmes données, que ce soit donc les montants hors taxes, TTC, les montants de TVA. Un récapitulatif donc, qui sera sous forme structurée, qui passera par le réseau de plateformes et qui viendra selon une fréquence. La généralité, c'est une dizaine de jours, passer par ce réseau de plateformes et donner à l'administration l'ensemble de vos données couvertes pour le spectre des données qui ne rentreraient pas dans le invoicing. Donc, je rappelle, le invoicing B2B, territoire national, le e-reporting B2C ou entreprise établie sur le territoire international. Une fois qu'on a dit ça, les plateformes vont avoir un rôle assez central, un rôle qui va permettre aussi de déclarer le statut et l'état de traitement d'une facture. Donc concrètement, ce que vous avez sous les yeux va venir remplacer votre bannette de facture.
Donc, on le qualifie sous le terme de cycle de vie. Le cycle de vie, c'est le récapitulatif de l'ensemble des étapes de traitement de vos factures qui seront caractérisées par des statuts normalisés au travers du réseau de plateformes. Donc, si on prend un cas très concret, un fournisseur qui vient déposer une facture sur sa plateforme, donc sa plateforme donnera une information qui sera identique à celle de son acheteur et qui permettra de connaître où est exactement la facture, à quel moment. Donc le fournisseur dépose sa facture pour des raisons techniques, donc si le fichier n'est pas vide et s'il ne contient pas de virus, dans ce cas-là, il aura un statut déposé sur sa plateforme. Sa plateforme viendra chercher, trouver via un annuaire central la plateforme de son acheteur. La plateforme de son acheteur mettra à disposition de l'acheteur sa facture. Donc à partir de ce moment-là, l'acheteur pourra voir en temps réel qu'une facture est en attente de traitement. Au statut de mise à disposition, il aura deux possibilités, soit de prendre en charge cette facture puisqu'elle correspond à une transaction économique qu'il attendait, dont il est au courant. S'il n'y a pas de transaction avec ce fournisseur ou que ce n'est pas la période sur laquelle cette transaction est arrivée, il aura la possibilité de refuser, pour des raisons de métier, de traiter cette facture qui sera renvoyée donc au fournisseur. S'il prend en charge cette facture, 4 possibilités s'offrent à lui. Elle correspond totalement à une livraison de biens ou une prestation de service, et dans ce cas-là, il aura la possibilité d'approuver totalement la facture. Si elle correspond partiellement, que la livraison de biens a été partielle ou que la prestation de service n'est pas finalisée, dans ce cas-là, il aura la possibilité d'approuver partiellement, de la même façon qu'aujourd'hui, sa facture. Et enfin, 2 statuts qui viendront figer le traitement de la facture, qui sont donc les statuts en litige. S'il existe un litige commercial avec votre fournisseur, vous aurez la possibilité de bloquer pour des raisons qui sont aujourd'hui très normalisées de litige commercial. Et dans ce cas-là, vous viendrez résoudre ce litige commercial en dehors du réseau de plateforme et venir statuer une fois le litige résolu sur un refus ou alors sur le retour de la prise en charge de la facture. Le dernier statut qui est un peu particulier est le statut suspendu. Si vous n'êtes pas en mesure d'établir de la réalité de la transaction économique ou de la livraison complète ou partielle de votre facture, vous aurez la possibilité de demander à ce que le fournisseur complète des informations concernant sa facture. Et typiquement, le fournisseur pourra venir ajouter des pièces jointes pour venir préciser le sens de cette facture, venir préciser la réalité de la transaction. Et cette facture, une fois complétée, reviendra dans le réseau de prise en charge de l'acheteur. Une fois que l'acheteur aura approuvé, que ce soit partiellement ou complètement la facture, un flux de paiement pourra être envoyé au fournisseur et sera renseigné via le réseau de plateforme, donc côté acheteur, où il viendra renseigner l'information comme quoi il a bel et bien effectué le paiement de cette facture, donc pour partiellement ou totalement, et dans un cas plus particulier pour les prestations de services, un statut encaissé a été ajouté côté fournisseur pour permettre de déclarer un encaissement côté fournisseur. Donc, on le voit bien, ces différents statuts vont avoir un rôle central dans l'ensemble de votre comptabilité et la gestion de votre trésorerie, puisqu'ils offriront une information complète en temps réel et qui permettra aussi une visualisation de par l'administration de vos données sur le traitement de vos factures. Si aujourd'hui ce système, si demain ce système sera mis en place, il n'a pas vocation pour l'instant à faire de la surveillance d'entreprise, mais on le voit bien qu'à terme, notamment avec la loi LME qui standardise les délais de paiement, on pourra avoir une information assez macro sur l'ensemble des entreprises pour quantifier, voir si les délais de paiement sont réglementaires et pouvoir agir le cas échéant. Alors, je vais continuer avec l'écosystème. En fait, vous l'aurez compris, hein, donc, demain, enfin, avec la mise en place de cette réforme, de nouvelles obligations vont peser sur les entreprises en termes de gestion de flux de documents, de suivi des différentes étapes du cycle de vie dont vient de parler Guillaume. Alors, tout cela ne va pas se faire manuellement.
cas pour ceux qui le souhaitent et en fonction des volumes. À partir d'un certain volume, le traitement manuel ne sera pas réalisable. En tout cas, ce ne sera pas pertinent. Et de fait, de nouveaux acteurs vont faire leur apparition dans le quotidien des entreprises. Il s'agit de ce que l'on a qualifié là depuis le début de plateforme de dématérialisation. Donc, le rôle de ces plateformes sera d'acheminer dans le bon format, dans le format adéquat, la facture ou le e-reporting, ou les données de paiement, soit à destination de l'entreprise, soit à destination de l'administration fiscale. Ces plateformes vont avoir deux prérogatives clairement définies: assurer la conformité de la facture au sens format électronique et d'assurer le bon acheminement de cette facture. Voilà, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, deux types de plateformes, deux canaux possibles. D'abord, le PPF. Donc, le PPF, ceux qui travaillent déjà avec les collectivités publiques connaissent. Ils connaissent Chorus Pro. Donc, le PPF, demain, sera une version un peu plus complète, plus robuste de la plateforme Chorus Pro existante. Le service délivré par le PPF sera gratuit. Donc, il sera vraiment réduit à sa portion congrue. Il faudra aller déposer et récupérer les factures de façon manuelle. De l'autre côté, nous allons rencontrer des acteurs privés que l'on appelle PDP. Il s'agit d'entreprises, principalement des éditeurs de solutions informatiques à la base, mais pas seulement. On va retrouver aussi d'autres acteurs qui se sont portés candidats PDP. Et donc, ces entreprises vont assurer l'acheminement, la conformité des factures, tout comme le fait le PPF. Comme on est en train de parler de sociétés privées, donc elles devront être agréées par l'administration fiscale pour être légitimes dans ce rôle de PDP. Le processus d'homologation, lui, passe par le dépôt d'un dossier de candidature qui a été ouvert depuis le début de l'été. Il va y avoir des audits, les PDP doivent avoir certaines certifications, ISO 27001, SecNumCloud, etc. Donc, une fois qu'elles ont passé toutes ces étapes de vérification, elles seront ou non agréées. On parle de sociétés privées, donc derrière, il y a un business model à défendre, et donc ces PDP vont facturer leurs prestations. On ne sera pas sur de la prestation gratuite, comme va pouvoir l'offrir le PPF. En face du coût de la tarification, les PDP vont proposer des services accessoires variables de l'une à l'autre. On va notamment retrouver tout ce qui est archivage légal. En effet, le PPF, bien que garantissant une conservation des factures pendant 10 ans, ce PPF ne va pas en garantir la conformité au sens archivage légal. Euh, je vous ai parlé de la campagne de demande d'agrément. Elle est ouverte. À date, encore une fois, il n'y a pas de PDP officiel. On a des candidats PDP, mais pas de PDP officiel. Vraisemblablement que la liste des PDP sera communiquée à compter de début 2024. En tout cas, c'était le dernier calendrier connu. Alors, là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le schéma en Y, tel que défini par la DGFiP, qui synthétise en fait le circuit de la facture dans le contexte de la réforme. On voit sur la partie gauche du schéma que le fournisseur devra déposer sa facture soit directement sur le PPF, soit via la PDP qu'il aura choisie en émission. Comme toutes les plateformes devront être en mesure de communiquer les unes avec les autres, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité des plateformes, elles iront chercher dans l'annuaire central la plateforme choisie par le client et déposera la facture sur cette dernière. Dans le même temps, les données de facture seront également adressées à l'administration fiscale. Côté acheteur maintenant, lui, il ira chercher sa facture en fonction de son choix, soit au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou même du service concerné. Il ira chercher cette facture soit sur le PPF, soit sur la PDP à laquelle il aura adhéré. Bien sûr, sauf exception, l'envoi des factures et leur réception ne se fera pas manuellement. Les différents éditeurs vont proposer des API, des connecteurs qui vont permettre d'aller interroger automatiquement les plateformes pour collecter et déverser les différents documents. Bon,
Pour complexifier un petit peu la chose, on va aussi trouver, ils ne sont pas sur le schéma, ce que Guillaume a évoqué tout à l'heure, les OD, les opérateurs de dématérialisation. Alors eux, ils n'auront pas dans leur prérogative la transmission des documents. Ça reste le terrain de prédilection des PDP, du PPF. Par contre, ces OD, eux, vont pouvoir transformer la facture et la donner et la transformer, je veux dire, dans le bon format. Petit aparté sur ce schéma, hein, je vous ai dit en introduction que certains pays européens n'avaient pas encore lancé leur réforme sur la facture électronique. Quand on parle d'Europe, on parle souvent de volonté d'homogénéité. Et effectivement, ça sera le cas avec la directive VIDA à l'horizon 2028. Donc, avec une tendance à uniformiser les pratiques au sein de l'Europe. Donc, la bonne nouvelle pour nous, c'est que la grande majorité des acteurs de la facturation électronique au niveau européen ou même au niveau mondial s'accordent à dire que le schéma en Y, qui est la solution retenue pour la France, c'est la solution optimale et c'est celle qui, à terme, sera retenue au niveau européen. Donc, il n'y aura pas à changer tous les 5 ans. On a adopté un schéma en France et c'est celui qui va être retenu. Et c'est exactement la même chose pour le format de facture, la facture X que Guillaume a présenté en amont, ça sera effectivement c'est le format de facture qui va être retenu. Donc, nous avons exposé à travers ces différentes slides le cadre général de la réforme en fonction des textes qui sont connus à date. Les derniers, hein, c'est fin juillet 2023. Stéphanie va maintenant vous parler, vous faire un retour d'expérience, vous parler des enjeux pour les différentes entreprises. C'est ce que nous les avons identifiés dans nos missions déjà réalisées. Merci Vincent. Alors effectivement, pour mener à bien en fait un projet de facturation électronique, il nous semble en fait vraiment capital de commencer par le commencement. Et commencer par le commencement, c'est faire son état des lieux. Et faire son état des lieux, c'est comprendre finalement d'où on part, avec quel outil, quels moyens et quelle organisation. En fait, on pourrait avoir tendance à penser que c'est que technique, or pas du tout. Ce n'est pas que technique ni IT. Ça aborde bien toutes les dimensions de l'entreprise et l'état des lieux, et vous voyez quelques exemples à l'écran, doit être mené en ce sens. Alors, on vous a listé un certain nombre d'enjeux clés, ils ne sont pas exhaustifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais je vais néanmoins creuser quelques points. Quand on parle de flux de données, il va falloir les catégoriser, que ça soit en entrant ou en sortant. J'ai besoin de savoir, d'identifier ce qui va relever du flux invoicing ou du flux e-reporting. Je fais du B2C, je fais du B2B, je fais de l'export, je fais de l'import, je fais de l'intraco, etc. Au niveau de la cartographie des outils, la cartographie liée SI en lien avec la facturation est nécessaire parce que ça va nous permettre en fait d'identifier, de mesurer la quantité d'outils qui sont concernés et qui devront être audités, mais aussi du coup bien évidemment d'anticiper les discussions avec les éditeurs et potentiellement les réflexions sur les changements d'outils. Au niveau des bases de données clients et fournisseurs, là, c'est vraiment stratégique, car en fait, de votre capacité à les maîtriser, en fait, de leur qualité, en fait, dépendra, votre capacité à respecter le traitement de la facture. Donc, pareil, que ce soit en entrant et en sortant. Et ça veut dire quoi? C'est tout simplement, finalement, à vous assurer la maîtrise de votre cash et du respect de la relation avec vos tiers. Exemple tout simple, les mentions obligatoires, bah oui, elles doivent y être, mais elles doivent être au bon format, et surtout, en fait, on les attend avec le bon nombre de caractères. C'est-à-dire que, par exemple, dans un champ, SIRET, on attend un SIRET, on n'attend pas un SIREN. C'est pareil pour la TVA collectée, le numéro de TVA intraco, pardon. Alors, c'est des exemples qui sont très simples, mais en pratique, finalement, on a bien des surprises quand on commence à regarder les bases tiers. Vous-même, on a parlé de l'annuaire central, Vincent vous a parlé de l'annuaire central tout à l'heure, devrez vous identifier au niveau de l'annuaire central, au niveau qui vous semblera le plus opportun. Sirène, SIRED ou des cas, ce qu'on appelle des cas des codes routage, en fait, qui peuvent être un numéro de service, par exemple.
Et exactement comme pour vos tiers, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous assurer une unicité de routage qui va vous permettre, sans le moindre doute, que ce soit pour vos équipes ou pour votre PDP à qui vous aurez donné le mandat, d'assurer le traitement de la facture. Il va s'agir également aussi de bien identifier vos particularités de facturation afin que les données attendues dans les formats de flux échangés soient bien présentes au bon emplacement et que leur modélisation soit correctement appréhendée et maîtrisée dans la gestion des cycles de vie. Juste pour information, la DGFiP a aujourd'hui identifié 36 cas d'usage qui nécessitent une attention de traitement particulière. Et dans ces cas d'usage, on peut citer l'autofacturation, la compte, l'escompte, les intermédiaires, le régime de TVA sur marge. Et enfin, dernier petit exemple, il faut surtout pas, on en a parlé aussi, ne pas oublier la PAF, la piste d'audit fiable. La réforme, elle, ne supprime absolument pas la nécessité de disposer d'une PAF. Donc, si vous n'en disposez pas, bah, c'est l'occasion de se pencher sur le sujet. Et si vous en avez déjà une, bah, il s'agira d'identifier le process ou les process, pardon, et les contrôles qui devront être complétés et modifiés, en fait, éventuellement, selon les différents scénarios que vous aurez retenus, et notamment ceux en lien avec la génération de la facture au format structuré et à leur archivage. Donc, vous voyez, il y a un bon nombre de sujets qui sont à traiter, à anticiper, à maîtriser si on veut aborder sereinement cette réforme sans subir la pression calendaire, donc là on a un peu plus de souplesse, mais aussi parfois et souvent celle des éditeurs. Et finalement, je conclurai là-dessus. Le report de la réforme, finalement, doit être perçu comme une opportunité, en fait, de disposer d'un peu plus de souplesse, de temps, dans un calendrier qui est parfois un peu serré. Et le temps, en fait, il faut l'utiliser, je dirais, surtout pour, on va dire, les périodes de test qui malheureusement arrivent en bout de calendrier et en bout de projet et qui sont souvent réduites à leur portion congrue. Donc, profitons de ce report pour se poser sans pour autant reporter complètement tout ce que vous avez imaginé. Et ça sera très bénéfique pour la suite. Donc là, les enjeux, on a vu les enjeux. Et si je reviens donc sur ce que je vous disais, en fait, l'état des lieux, pour mener à bien, en fait, pour vous aider à initier la réflexion. Est-ce que tu peux passer sur la slide suivante? Voilà. Pour vous aider à initier la réflexion, en fait, PKF Arcilon vous propose en fait la réalisation d'un diagnostic en ligne, un diagnostic de maturité qui se fait en 2 temps. Alors, il y a dans un premier temps un questionnaire qui est sécurisé, qui est à remplir. Alors, vous aurez le lien à la fin de la présentation, mais enfin, il est d'ores et déjà en ligne sur notre site, qui vise finalement à comprendre le périmètre de votre projet, vos attentes et identifier les particularités de votre organisation qui vont rendre plus ou moins complexe la mise en place du projet. Et puis, dans un deuxième temps, vous aurez 1 heure de restitution avec nos équipes dédiées. Et cette heure vise finalement à approfondir la compréhension de votre besoin, de votre business, de vos attentes, mais aussi à approfondir les zones de complexité qu'on aurait identifiées. Et tout ça pourquoi? En fait, pour mieux personnaliser finalement on va dire, votre marche à suivre et votre sensibilisation sur le reste à faire. Juste information, cette démarche, on l'a voulu, on va dire gratuite, en tout cas pas payante. Voilà. Merci Stéphanie. Donc, une fois qu'on a présenté un peu notre accompagnement, nous, ce qu'on voulait faire avec vous, c'était faire un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Quelques points synthétiques pour être sûr d'avoir bien compris cette réforme. Donc, cette réforme intègre 2 dispositifs qu'on a vus. Donc, le premier qui est le e-invoicing ou la facturation électronique. Donc, on a vu que ça concernait donc, les entreprises entre elles, assujetties sur le territoire national. Que le formalisme est assez précis puisqu'il définit des formats du socle, c'est-à-dire des factures dans un format informatique ou intégrant en plus un PDF, et qu'elle transitait par un réseau de plateformes qu'on vous a présenté avant avec le schéma en Y. Le deuxième dispositif de cette réforme, c'est le e-reporting. Donc le e-reporting, il vient traiter ce qui n'est pas couvert par le e-invoicing, à savoir donc le B2C. Donc quand on a un client en destinataire final pour cette facture, ou une entreprise établie à l'international et qui fait des échanges avec une entreprise française.
Donc, au niveau du formalisme, on a vu, il est beaucoup plus souple que la facture électronique, puisqu'on a trois possibilités d'échange de ce e-reporting. Il transitera quand même par le réseau de plateformes. Et globalement, ce qui va intéresser l'administration, ça ne sera pas l'ensemble des données afférentes à une facture dans son ensemble, mais bien les données de paiement, que ce soit donc les montants de TVA collectés, les montants TTC ou hors taxe. On a vu la particularité de cette réforme, c'est aussi la refonte complète du traitement comptable et de la gestion de trésorerie, avec l'apparition des cycles de vie, du cycle de vie. Donc le cycle de vie, concrètement, ce sont des statuts qui vont vous donner une information en temps réel sur le traitement de vos factures, que vous soyez acheteur ou vendeur, et qui permettront de faire du déclaratif sur votre traitement. Donc aujourd'hui, certains statuts sont obligatoires, d'autres sont recommandés pour l'ensemble des plateformes. Ils vous permettront de disposer de l'information directement depuis la plateforme que vous aurez choisie et vous donneront une information de savoir si votre facture, par exemple, est déposée, si elle a été refusée, approuvée, ou si vous êtes en attente d'un paiement total ou partiel pour une facture. On l'a vu dans une dernière partie. Ensuite, ce sont les enjeux clés autour de cette réforme pour vous, les entreprises. Donc, nous, on les a synthétisés ici en trois parties. On a vu qu'effectivement, c'était un impact sur les outils, mais pas que. Donc sur les outils, pourquoi? Puisqu'effectivement, c'est une refonte complète de votre système de facturation, donc de la comptabilité jusqu'à la trésorerie, que vous aurez éventuellement un choix de prestataire, que ce soit pour une mise à jour ou pour une refonte complète de votre système de facturation. Un impact aussi sur les acteurs, puisque ça va impliquer un certain nombre de services. Donc, on les a nommés comptabilité, trésorerie, mais aussi le service IT, et des connaissances aussi en fiscalité qu'il faudra acquérir sur cette réforme. Enfin, un impact sur les process, puisque l'ensemble de vos procédures, que ce soit de facturation, de comptabilité ou de trésorerie, vont venir être bouleversées par cette réforme. Il faudra donc anticiper des changements nécessaires de ces process, savoir les documenter, savoir les mettre à jour. Et enfin, et non des moindres, un impact sur la piste d'audit fiable, qui est donc une obligation depuis 2013 et qui est remise au goût du jour avec cette réforme de la facturation électronique, puisqu'il devient un moyen de pouvoir faire transiter un PDF via un prestataire extérieur et pouvoir disposer d'une facture électronique après transformation. Donc cette piste d'audit fiable qui revient sur le devant du tapis et qu'on vous conseille donc de structurer en prévision de cette réforme. Nous sommes donc arrivés au terme de cette présentation. Un grand merci à tous de vous être connectés ce matin. Euh, Avant de descendre quelques questions qui sont dans le chat, vous voyez nos coordonnées à l'écran. Donc, si vous avez un sujet, une question, n'hésitez surtout pas à nous communiquer. N'oubliez pas non plus le diagnostic en ligne. C'est un bon point de départ pour enclencher la transformation et la prise en compte de la réforme.